J'ai toujours eu une vie plutôt prévisible, du moins le croyais-je. Jusqu'au jour où j'ai trouvé cette première lettre. Elle était cachée sous la pile de courrier sur le comptoir de la cuisine. Une simple enveloppe blanche, sans adresse de retour, sans nom. L'écriture était élégante, presque démodée, et elle m'a immédiatement intriguée. Je me souviens avoir ressenti une poussée d'excitation, une palpitation dans la poitrine que je n'avais pas ressentie depuis des années. « Bonjour, ma chère », commençait la lettre. « J'espère que vous vous portez bien. » Je ris doucement, un peu nerveusement, pensant qu'il s'agissait d'une des tentatives de Jack pour raviver la flamme. Il était toujours du genre à garder notre relation vivante avec des surprises. Mais au fur et à mesure que je lisais, le contenu de la lettre commençait à me troubler. L'auteur décrivait des détails de ma vie quotidienne que seule une personne très proche de moi pouvait connaître. Il y est question de la façon dont j'aime mon café, de la façon dont je fredonne un air en faisant des tâches ménagères. J'ai jeté un coup d'œil à Jack, qui lisait le journal selon son rituel matinal habituel. J'ai jeté un coup d'œil à Jack, qui lisait le journal selon son rituel matinal habituel. J'ai demandé, en essayant d'avoir l'air décontracté. Il a levé les yeux, confus. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Cette lettre ?» dis-je en l'attendant. « C'est toi qui l'as envoyée ?» Il fronce les sourcils et secoue la tête. Il fronce les sourcils en secouant la tête. « Non, mais ça ressemble à quelque chose que je ferais. » « Pourquoi ?» J'ai balayé son inquiétude, pensant qu'il s'agissait simplement d'un geste ludique. Mais, au fil des jours, d'autres lettres sont arrivées. Chacune d'entre elles devenait plus intime, plus détaillée et de plus en plus troublante. L'auteur semblait me connaître d'une manière que je n'avais partagée avec personne, pas même avec Jack. Les compliments étaient flatteurs mais aussi envahissants, comme si quelqu'un scrutait mon âme. Je ressentais un malaise grandissant, le sentiment que quelque chose n'allait pas du tout. J'ai décidé d'être prudente et j'ai caché les lettres à Jack, ne voulant pas l'inquiéter inutilement. Chaque lettre était signée d'une seule initiale, M, ce qui ne faisait qu'approfondir le mystère. Un soir, alors que je lisais la dernière lettre dans la faible lumière de ma chambre, mes doigts tremblaient. L'auteur avait mentionné une vieille photo que j'avais rangée dans un tiroir. Une photo de ma grand-mère décédée et de moi, souriant lors d'un pique-nique d'été. Comment aurait-il pu savoir cela? C'était un secret, quelque chose que je n'avais pas montré ou mentionné à qui que ce soit depuis des années. Bientôt je me révélerai à vous. En attendant, pense à moi comme à une ombre dans un coin de ton esprit. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Le sentiment d'être observé s'intensifie de jour en jour. Je me demandais si Jack pouvait sentir mon anxiété croissante, bien qu'il n'en ait jamais parlé. J'étais prise au piège dans un réseau de secrets, et j'avais l'impression de perdre peu à peu le contrôle de ma propre vie. En m'allongeant dans mon lit cette nuit-là, fixant le plafond, j'essayais de me convaincre que ce n'était qu'une farce ou une plaisanterie élaborée. Mais le sentiment lancinant de la peur refusait de me quitter. Je ne pouvais me défaire de l'idée que quelqu'un en savait autant sur moi. Quelqu'un qui était peut-être plus proche de moi que je ne l'avais jamais imaginé. Ma routine quotidienne était devenue un jeu du chat et de la souris, où chaque interaction et chaque regard étaient empreints de significations cachées. Jack restait inconscient de mon tourment secret et je luttais pour maintenir une façade de normalité. Un soir, j'étais dans la cuisine en train de préparer le dîner, l'odeur du romarin et de l'ail remplissant l'air. Jack feuilletait les chaînes de télévision, son attention partagée entre l'écran et son journal. J'avais du mal à me concentrer sur le repas, mon esprit étant préoccupé par la dernière lettre, qui décrivait avec force détail une conversation que j'avais eue avec une amie autour d'un café. Une conversation que je n'avais partagée avec personne d'autre que Jack. Le téléphone a sonné et j'ai failli sursauter. C'était Sarah, mon amie la plus proche, et sa voix était chaude et réconfortante. « Hé,
Je voulais juste prendre des nouvelles. Sarah, dis-je en essayant d'avoir l'air joyeux. Je vais bien. Tu n'as pas l'air d'aller bien, dit-elle, le ton empreint d'inquiétude. Tu es sur les nerfs ces derniers temps. Est-ce que tout va bien? J'hésite, ne voulant pas l'accabler de mes craintes. C'est juste que j'ai reçu des lettres étranges. Elles me rendent un peu anxieux. Des lettres? La voix de Sarah s'aiguise de curiosité. Quel genre de lettres? J'explique ce que je peux sans trop en dire. La réaction de Sarah a été immédiate. Cela semble inquiétant, Anna. Es-tu sûre que ce n'est pas quelqu'un qui te cherche des noises? Être devrais-tu en parler à Jack? Je ne voulais pas encore impliquer Jack, craignant que cela ne provoque une panique inutile. Mais les paroles de Sarah ont semé le doute dans mon esprit. S'agissait-il vraiment d'une farce? Cela semblait trop calculé, trop personnel pour être écarté si facilement. Cette nuit-là, je n'arrivais pas à dormir. Je suis restée allongée dans mon lit, fixant le plafond, mes pensées étant un tourbillon de confusion et de peur. Plus je pensais aux lettres, plus je remettais en question ma propre santé mentale. Les détails qu'elles contenaient étaient trop précis pour être ignorés, et le sentiment d'être observé devenait insupportable. Le lendemain matin, j'ai décidé d'affronter les lettres de face. Je les ai sorties de leur cachette et les ai étalées sur la table à manger, en les examinant attentivement. J'ai remarqué un modèle, une façon particulière de former les phrases, un choix de mots singulier. C'était comme s'ils essayaient de communiquer quelque chose de plus profond, quelque chose qui allait au-delà de la surface de leur flatterie. J'ai décidé d'en savoir plus sur l'auteur. Les lettres devaient provenir de quelqu'un qui me connaissait bien ou qui m'observait de près. Je devais découvrir son identité avant que la situation ne devienne encore plus incontrôlable. J'ai commencé à dresser une liste de personnes susceptibles d'avoir un motif ou l'occasion d'envoyer de telles lettres. Mais en regardant la liste, j'ai réalisé à quel point mes options étaient limitées. Le cercle des personnes qui me connaissaient assez bien pour remarquer ces détails personnels était restreint. Je m'enfonçais un peu plus dans l'angoisse, chaque lettre érodant un peu plus mon sentiment de sécurité. La tension dans ma vie était palpable, s'insinuant dans chaque conversation et interaction. Jack le remarquait, même s'il restait silencieux. Ses regards inquiets me rappelaient constamment le fossé qui se creusait entre nous. Un fossé que j'avais trop peur de combler avec la vérité. Un samedi, Jack a proposé que nous sortions pour un déjeuner décontracté. J'ai accepté, espérant qu'un changement de décor me remonterait le moral. Nous sommes allés dans notre bistrot préféré en ville, un endroit confortable à l'atmosphère charmante. Mais même dans le tintement des couverts et le bourdonnement des conversations, j'avais du mal à me concentrer sur autre chose que l'inquiétude constante qui me rongeait l'esprit. Alors que nous étions assis à notre table, Jack m'a tendu la main. « Anna, tu as été distante ces derniers temps. Parle-moi, qu'est-ce qui se passe ?» Son inquiétude était sincère, mais j'ai hésité. Les lettres avaient créé un gouffre de méfiance et de peur entre nous, et je n'étais pas sûre de savoir comment le combler. « Ce n'est rien vraiment, » dis-je en forçant un sourire. L'expression de Jack n'a pas changé, mais sa poigne s'est légèrement resserrée. Quoi qu'il en soit, nous pouvons y faire face. Ensemble. J'acquiesçais, appréciant son offre mais ne sachant pas comment expliquer quelque chose d'aussi bizarre que des lettres anonymes. J'ai essayé de me concentrer sur notre repas, en essayant de profiter de l'instant présent. Ce soir-là, après que Jack soit allé se coucher, j'ai décidé de jeter un nouveau coup d'œil aux lettres. La dernière en date m'avait particulièrement troublée. Elle décrivait un moment privé entre ma sœur et moi, un appel téléphonique au cours duquel j'avais évoqué un désaccord au sujet de la succession de notre mère. La lettre était d'une précision presque voyeuriste. J'ai ressorti ma liste de suspects potentiels. Amis, connaissances, collègues, tous ceux qui auraient pu être au courant de ces détails personnels. La liste me semblait désespérément incomplète. J'avais l'impression de poursuivre des ombres, d'essayer de cerner quelque chose d'insaisissable et d'effroyablement proche.
En revoyant les lettres, un détail particulier me frappa. Dans les premières lettres, l'écriture était un peu plus formelle, mais dans les plus récentes, elle était devenue presque frénétique, avec des fioritures et des taches erratiques. C'était comme si l'auteur était de plus en plus désespéré ou impatient. J'ai envisagé d'aller voir la police, mais les lettres elles-mêmes n'étaient pas menaçantes, juste étrangement personnelles. Elles pouvaient être considérées comme de simples farces, sans aucune preuve solide. Pourtant, l'idée d'affronter quelqu'un ou de demander de l'aide me semblait une mesure désespérée. J'avais besoin de comprendre qui était derrière tout cela avant de prendre des mesures radicales. J'étais constamment sur le qui-vive, les nerfs tendus par l'attente d'une nouvelle lettre. Chaque nouvelle lettre semblait brouiller la frontière entre ma réalité et un fantasme cauchemardesque. Les révélations de l'auteur sur ma vie privée me semblaient être le reflet sombre de mes propres peurs. Un après-midi, pluvieux, alors que j'étais assise à mon bureau et que je travaillais à domicile, le courrier est arrivé. J'ai ouvert la dernière enveloppe les mains tremblantes, le cœur battant la chamade. Cette fois, la lettre était différente. Elle n'était pas seulement remplie de descriptions ou de flatteries, elle contenait quelque chose de tangible. Une photo. Je rentrais dans une librairie, vêtue d'un manteau rouge et portant un sac en papier. L'image était si récente qu'elle aurait pu être prise la veille. Mon estomac s'est retourné lorsque j'ai réalisé à quel point l'auteur avait dû être proche de moi pour capturer ce moment. Je te vois tous les jours, Anna. Je connais tes routines, tes habitudes, tes peurs. Bientôt, tu me connaîtras. J'ai senti un frisson me parcourir. La photo n'était pas seulement une menace, elle indiquait clairement que l'auteur était proche, trop proche pour être rassuré. Déterminée à découvrir l'identité de mon bourreau, j'ai décidé de prendre les choses en main. J'ai commencé à faire très attention à ce qui m'entourait, à la recherche de tout signe de comportement inhabituel ou d'étrangers qui semblaient m'observer. J'ai même commencé à prendre des itinéraires différents pour me rendre au travail et à varier ma routine quotidienne, dans l'espoir de déconcerter ceux qui m'observaient. Un soir, alors que je feuilletais des documents dans le salon, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Une légère odeur d'eau de Cologne flottait dans l'air. C'était un parfum que je reconnaissais, un parfum que Jack avait l'habitude de porter. Mon cœur a battu la chamade. Jack pouvait-il être impliqué dans cette affaire? Plus tard dans la nuit, alors que Jack était sous la douche, j'ai fouillé dans ses affaires, à la recherche d'un quelconque signe indiquant qu'il pouvait être lié aux lettres. Je n'ai rien trouvé, juste ses objets personnels et ses articles de toilette habituels. L'odeur aurait pu venir de n'importe où, mais le lien, avec l'eau de Cologne de Jack, était troublant. Le lendemain, j'ai décidé de faire part de mes soupçons à Jack. Nous étions en train de prendre le petit déjeuner lorsque j'ai abordé le sujet. « Jack, je dois te demander quelque chose, » ai-je dit, en essayant de garder une voix stable. « As-tu remarqué quelque chose d'étrange ces derniers temps? Une raison pour laquelle quelqu'un pourrait m'envoyer ces lettres? » Jack a levé les yeux de son café, la surprise se dessinant sur son visage. Jack lève les yeux de son café, la surprise se dessinant sur son visage. « Je croyais que c'était du passé. Tu n'as rien dit depuis des jours. Je ne voulais pas t'inquiéter, mais ces lettres sont devenues de plus en plus personnelles. » L'expression de Jack est passée de la confusion à l'inquiétude. « Anna, je te jure que je n'ai aucune idée de ce qui se passe. Si tu penses que quelqu'un te surveille, il faut que nous fassions toute la lumière sur cette affaire et que nous contactions les autorités. » J'ai hésité, mais son inquiétude sincère m'a rassurée. J'y ai pensé, mais j'ai peur que ce soit trop tôt. Je veux en savoir plus avant de prendre des mesures draconiennes. Jack acquiesce, les yeux remplis de détermination. Jack acquiesce, les yeux remplis de détermination. Quoi que tu veuilles, je suis là. J'apprécie son soutien, mais la peur qui m'habite reste présente. Si Jack n'est pas impliqué, qui le sera? Le sentiment de danger imminent grandissait de jour en jour, et j'étais déterminée à découvrir la vérité, aussi effrayante soit-elle.
Les jours qui suivirent ma conversation avec Jack me semblèrent flous. J'ai essayé de maintenir un semblant de normalité, mais la peur persistante et le sentiment d'être observée m'étouffaient. J'ai continué à être vigilante, mais c'était épuisant, et je me sentais paranoïaque et dépassée par les événements. Un soir, alors que j'étais assise seule dans le salon, j'ai entendu frapper doucement à la porte. Mon cœur s'est emballé lorsque je me suis approchée de la porte, m'attendant à ce qu'il s'agisse d'une autre lettre inquiétante. Au lieu de cela, j'ai trouvé un paquet sur le pas de la porte. Il était petit, enveloppé dans un simple papier brun, sans aucune indication sur l'expéditeur. J'ai hésité avant de l'apporter à l'intérieur, mon anxiété grandissant. J'ai hésité avant de l'apporter à l'intérieur, mon anxiété grandissant. Je l'ai soigneusement déballé pour trouver une autre lettre, différente des autres. Il s'agissait d'un récit détaillé d'un souvenir, mais pas d'un souvenir que je pouvais facilement situer. L'auteur décrivait un moment de mon enfance, une fête d'anniversaire avec mes amis les plus proches et un secret que nous avions partagé au sujet d'une surprise pour ma mère. La lettre était signée du même « M », mais le ton était plus froid, plus accusateur. Elle se lisait comme suit. « Tes péchés passés te rattrapent, Anna. Tu as cru pouvoir t'échapper, mais personne n'échappe à l'ombre. » La référence à un souvenir d'enfance oublié, depuis longtemps ressemblait à une menace directe. Mon esprit s'emballait en essayant de comprendre ce que cela pouvait signifier. La mention des péchés m'a fait penser à des erreurs ou à des regrets passés, mais je n'ai rien trouvé qui puisse justifier une telle réaction. Cette nuit-là, je me suis couchée, incapable de dormir. Le sentiment d'effroi s'était intensifié. Je me suis surpris à me remémorer les détails de mon passé, essayant d'identifier tout incident qui aurait pu mettre quelqu'un en colère. Plus je réfléchissais, plus je me rendais compte que j'avais commis des erreurs, de petites trahisons, des promesses oubliées, mais rien qui ne semblait assez grave pour justifier ce genre de réaction. Le lendemain matin, j'ai décidé de confronter Sarah à nouveau. Elle m'avait soutenue, et son point de vue pourrait m'aider à comprendre le sens profond des lettres. Nous nous sommes retrouvés dans un café pittoresque pour prendre un café, et alors que nous nous installions, j'ai remarqué son expression inquiète. « Sarah, je reçois des lettres dont le contenu est de plus en plus troublant, » ai-je dit en faisant glisser la dernière lettre sur la table. Elles font référence à des événements de mon passé que je ne comprends pas tout à fait. Sarah a lu la lettre, les sourcils froncés. « C'est intense, Anna. On dirait que quelqu'un t'en veut ou veut te faire souffrir pour quelque chose que tu as fait. Je n'arrête pas de penser à mes erreurs passées, ai-je admis, mais rien ne me semble assez grave pour justifier cela. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi quelqu'un me prendrait pour cible de manière aussi personnelle. » Les yeux de Sarah s'écarquillent légèrement. « Cela pourrait-il être quelque chose de votre passé que vous auriez oublié ou écarté? Parfois, les gens gardent des griefs pendant longtemps. Ces paroles ont touché une corde sensible, et je n'ai pas pu me débarrasser du sentiment qu'il y avait quelque chose de crucial qui m'échappait. Je suis rentrée chez moi le cœur lourd, déterminée à fouiller plus profondément dans mon passé. J'ai fouillé dans de vieux journaux, des lettres et des photographies, essayant de découvrir le moindre indice qui pourrait expliquer pourquoi quelqu'un nourrit une animosité aussi intense. Au fur et à mesure que je fouillais dans de vieux souvenirs et documents, le poids de ma recherche devenait presque insupportable. Plus je fouillais dans mon passé, plus je découvrais des incidents mineurs et des promesses oubliées, mais aucun ne semblait correspondre à la gravité des menaces auxquelles je faisais face. Un soir, en fouillant dans une boîte de vieilles photos de famille, je suis tombée sur un vieux journal datant de mes années d'université. Les entrées étaient remplies de réflexions de jeunesse, d'amitié et d'amours éphémères. En feuilletant les pages, une entrée a attiré mon attention. Il s'agissait d'une personne de mon passé, quelqu'un à qui j'avais fait du tort d'une manière que j'avais enterrée depuis longtemps. L'article décrivait un ami nommé David, quelqu'un dont j'avais été proche mais que j'avais perdu de vue à la suite d'une dispute.
David avait été un bon ami pendant une période turbulente de ma vie, mais nous avions eu un désaccord dramatique à propos de quelque chose de trivial qui avait finalement mis fin à notre amitié. Je m'en souvenais comme d'une séparation malheureuse mais banale. L'entrée du journal, cependant, a révélé que les retombées avaient été plus importantes que je ne l'avais réalisé. J'ai lu plus loin, réalisant que David avait été profondément blessé par notre dispute. L'arrogance et l'indifférence de ma jeunesse l'avaient laissé sur un sentiment de trahison. Le journal montrait clairement que j'avais été insensible et sans cœur, mais je n'avais jamais pensé que cela aurait un impact durable. Un frisson glacial m'a parcouru l'échine lorsque j'ai fait le rapprochement. David était la même personne de mon passé, qui me tourmentait peut-être maintenant par le biais de ses lettres. La prise de conscience m'a frappé de plein fouet. David pourrait être celui qui se cache derrière la correspondance anonyme, cherchant à se venger de la douleur que je lui ai causée. J'ai contacté quelques connaissances communes pour essayer de retrouver la trace de David. Cela a pris du temps, mais j'ai finalement réussi à trouver un contact qui avait entendu parler de lui pour la dernière fois il y a plusieurs années. Il m'a confirmé que David vivait dans la région, mais les détails sur sa situation actuelle étaient vagues. Déterminée à affronter mon passé, j'ai décidé d'essayer de retrouver David. Si c'était bien lui qui était à l'origine des lettres, il fallait que je lui fasse face et que je cherche une solution. L'idée de l'affronter était à la fois terrifiante et soulageante. Au moins, j'aurais des réponses, même si elles étaient douloureuses. Alors que je me préparais à la recherche, le poids de mes erreurs passées pesait lourdement sur moi. J'ai pensé à David et au mal que je lui avais fait. Les lettres, bien qu'effrayantes, commençaient à prendre un sens, comme une forme tordue de rétribution. Je savais que le retrouver était le seul moyen de clore ce chapitre cauchemardesque de ma vie. Je me suis mise en route avec un mélange d'effroi et de détermination, décidée à affronter les échos de mon passé, quels qu'ils soient. Ma détermination à retrouver David était motivée par un puissant mélange de culpabilité et de peur. Je voulais absolument savoir s'il était à l'origine des lettres, et si c'était le cas, ce qu'il attendait de moi. J'ai commencé par visiter les endroits que je pensais qu'il pouvait fréquenter, ses anciens repères, ses cafés préférés et ses centres communautaires. Chaque visite était une épreuve émotionnelle, remplie d'un sentiment croissant d'effroi et d'une inquiétude, lancinante quant à ce que j'allais trouver. La plupart des personnes à qui je parlais n'avaient pas vu David depuis des années, et les rares qui l'avaient vu semblaient offrir de vagues souvenirs ou des informations inutiles. Un après-midi, je me suis retrouvée dans un parc tranquille, assise sur un banc et réfléchissant au chemin que j'avais parcouru. J'ai remarqué un homme assis à une table voisine, plongé dans un livre. Quelque chose en lui m'a semblé familier, sans que je puisse le situer. Je l'ai observé pendant un moment, essayant de rassembler mon courage pour l'approcher. L'homme avait un air de détachement et de solitude qui me rappelait David. Prenant une profonde inspiration, je me suis approchée et me suis présentée. « Excusez-moi, j'espère que je ne vous dérange pas. Je suis à la recherche d'un certain David Turner. J'ai entendu dire qu'il aurait fréquenté ce parc. » L'homme leva la tête, les yeux plissés par la réflexion. « David Turner, vous dites ? J'ai connu un David à l'époque, mais il était différent. Il venait souvent ici, mais je ne l'ai pas vu depuis des années. Je pense qu'il a déménagé ou quelque chose comme ça. Savez-vous où il a pu aller ? » Il secoue la tête. Il secoua la tête. « Désolé, je ne peux pas vous aider beaucoup. Il est parti soudainement. » Je le remerciais et m'éloignais, de plus en plus découragée. Il était clair qu'il ne serait pas facile de retrouver David. La prochaine étape consistait à fouiller dans les anciens dossiers et à essayer de trouver des traces de lui en ligne. J'ai passé des heures à faire des recherches, à parcourir des profils de médias sociaux, de vieilles listes d'anciens étudiants et des annuaires locaux. Un soir, alors que je parcourais un vieux forum d'anciens étudiants,
je suis tombée sur un fil de discussion où quelqu'un avait mentionné David en passant. Le message provenait de quelqu'un qui avait été un de nos camarades de classe, et il mentionnait que David avait quitté la ville après une série de problèmes personnels. L'affiche mentionnait une ville pas très loin de chez moi, laissant entendre que David y avait déménagé. J'ai pris note du nom de la ville et j'ai prévu de m'y rendre. L'espoir de retrouver David se mêlait désormais à un sentiment palpable de trépidation. Je savais que si David était bien l'expéditeur des lettres, je devrais affronter la personne même à qui j'avais fait du tort il y a des années. Je ne savais pas comment il réagirait, mais je devais faire face à mon passé. Après des jours de recherche, j'arrivais enfin dans la ville où la rumeur disait que David s'était installé. C'était un endroit qui me semblait à la fois familier et étranger, comme si j'entrais dans un nouveau chapitre d'une vieille histoire. Je me suis installée dans un hôtel modeste, déterminée à trouver David et, avec un peu de chance, à obtenir des réponses. Le lendemain matin, j'ai commencé mes recherches sérieusement. J'ai visité les bibliothèques et les centres communautaires locaux, essayant de rassembler des informations sur l'endroit où se trouve David. Mes efforts ont donné des résultats mitigés. En fin d'après-midi, j'ai décidé de suivre une piste qui indiquait un petit studio d'art. David avait toujours été passionné par la peinture, et le studio était censé être un endroit où il exposait parfois ses œuvres. Alors que je m'approchais du studio, mon cœur battait la chamade d'anxiété. Le studio était situé dans un quartier calme et artistique. L'extérieur était accueillant, avec des peintures exposées dans les vitrines. Je suis entrée à l'intérieur, où l'odeur de la térébenthine et de la peinture à l'huile embaumait l'air. Une jeune femme au comptoir m'a accueillie avec un sourire chaleureux. « Bonjour, je cherche David Turner. On m'a dit qu'il était peut-être associé à ce studio. » dis-je en essayant de garder une voix stable. Le sourire de la jeune femme s'effaça légèrement, et elle me regarda avec curiosité. « David Turner ? Il venait souvent ici, mais il n'est plus très présent ces derniers temps. Il a eu des problèmes personnels et a quitté la ville il y a environ 1 an. Savez-vous où il est allé ? » Elle hésite, puis passe la main sous le comptoir et me tend une petite carte. « Je ne sais pas si cela peut vous aider, mais David avait l'habitude de garder ses coordonnées sur cette carte pour ses amis les plus proches. Il s'agit d'un ancien numéro de téléphone et d'une adresse. J'ai pris la carte, les mains tremblantes. L'adresse était celle d'un petit immeuble à la périphérie de la ville. Je la remerciai et me mis en route pour l'adresse, chaque pas me paraissant plus lourd à cause de l'anticipation de ce que je pourrais trouver. J'ai trouvé le numéro de l'appartement indiqué sur la carte et j'ai frappé à la porte, le cœur battant. Après quelques instants, la porte s'est ouverte en grinçant, révélant un homme à la fois familier et plus âgé, David, qui a écarquillé les yeux de surprise en me voyant. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise en me voyant. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» J'ai pris une grande inspiration, essayant de me stabiliser. « David, j'ai reçu ces lettres. Elles sont très personnelles et effrayantes. Je crois que tu es peut-être derrière tout ça. » L'expression de David se durcit. L'expression de David se durcit. « Je n'étais pas sûre que tu viendrais. Je ne m'attendais pas à ce que tu me trouves. » Je ressens un mélange de soulagement et d'appréhension. J'ai besoin de comprendre pourquoi tu fais ça. Le regard de David s'est légèrement adouci et il m'a invité à entrer. L'appartement est peu décoré, quelques peintures et croquis sont éparpillés. Nous nous sommes assis et David a commencé à parler. Tu ne t'en souviens probablement pas, mais quand nous nous sommes disputés, ce n'était pas un simple désaccord. Tu as rejeté notre amitié d'une manière qui m'a laissé dévastée. Il ne s'agissait pas seulement de la dispute, mais aussi de la façon dont tu m'as traitée, dont tu m'as fait sentir que je ne valais rien. David, je n'avais aucune idée que mes actions t'avaient affecté si profondément. Je suis vraiment désolée pour la douleur que j'ai causée. Mais pourquoi ces lettres ? Pourquoi me tourmenter ainsi ? Le visage de David s'assombrit. Les lettres étaient ma façon de te faire comprendre ce que c'était que d'être violée, d'avoir ces moments privés exposés. Je voulais que tu ressentes une fraction de la peur et de la vulnérabilité que j'ai ressentie.
Je pouvais voir la profondeur de sa douleur, mais je réalisais aussi le danger et la cruauté de ses actions. « David, je comprends que tu aies été blessé, mais ce n'est pas la bonne façon de gérer la situation. » Les yeux de David étaient remplis d'un mélange de tristesse et de colère. « Je ne sais pas si je peux pardonner et oublier. La douleur est trop profonde. » J'ai pris une profonde inspiration, sachant que je devais essayer d'arranger les choses. Je veux faire amende honorable. David est resté silencieux un moment, puis a hoché lentement la tête. Peut-être pouvons-nous commencer par parler et travailler sur ce sujet. Alors que nous commencions à discuter de notre passé et de la possibilité d'une réconciliation, j'ai ressenti une lueur d'espoir. Même si le chemin à parcourir était incertain, la confrontation avait ouvert une porte vers la guérison et peut-être vers la fin des tourments qui avaient empoisonné ma vie. Les jours qui ont suivi ma confrontation avec David ont été remplis d'un fragile sentiment d'espoir. Nous avions convenu de nous rencontrer régulièrement pour travailler sur nos griefs passés et David semblait disposé à trouver une forme d'apaisement. C'était un processus délicat, mais je pensais que c'était la bonne voie vers la guérison. Cependant, au fil des semaines, les lettres n'ont pas cessé. En fait, elles sont devenues encore plus personnelles et déconcertantes. Elles ont commencé à inclure des détails sur mes interactions quotidiennes avec David, les moments que nous avons partagés et même mes tentatives de réparation. La fréquence et l'intensité des lettres m'ont fait me demander si David était vraiment derrière elles ou si quelqu'un d'autre était en jeu. Un soir, après l'arrivée d'une lettre particulièrement pénible, j'ai décidé de confronter David une fois de plus. Je me suis rendue à son appartement, mon anxiété augmentant à chaque pas. Lorsqu'il a ouvert la porte, j'ai pu lire la lassitude dans ses yeux. « David, les lettres, elles sont de pire en pire, » ai-je dit en essayant de garder une voix stable. « Si ce n'est pas toi, alors qui est-ce » Le visage de David était un masque de frustration et de tristesse. « Anna, je te jure que je ne les ai pas envoyés. Je ne sais pas qui d'autre pourrait faire ça. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut causer plus de douleur, ou peut-être que c'est une façon de garder le passé vivant et troublé. » Alors que nous parlions, j'ai remarqué un modèle émergent des mots de David. Les lettres semblaient être une tentative continue de me déstabiliser, de me maintenir dans un état de trouble émotionnel. J'ai commencé à me demander si le véritable orchestrateur n'était pas quelqu'un qui avait un lien encore plus profond avec mon passé. Une personne qui aurait pu nous connaître, David et moi. J'ai décidé de prendre du recul et de réévaluer la situation sous un angle nouveau. Les lettres étaient devenues de plus en plus détaillées et sophistiquées, indiquant un niveau de connaissance qui semblait presque intime. L'idée que quelqu'un orchestrait ce plan élaboré était à la fois troublante et éclairante. Au cours d'une nuit d'insomnie, je me suis assise dans mon appartement et j'ai relu toutes les lettres. Quelque chose a attiré mon attention. Un motif récurrent. Une référence particulière qui avait été subtilement intégrée dans les lettres. Il s'agissait d'une phrase qui avait été utilisée par quelqu'un de très proche, quelqu'un que j'avais complètement oublié. Mon mari, Jack. Jack pouvait-il être le cerveau de cette supercherie? Cela semblait inconcevable, mais les signes étaient là. Jack avait toujours été méticuleux et soucieux du détail, ce qui pouvait expliquer la sophistication des lettres. L'idée que Jack puisse me manipuler en coulisses était à la fois horrifiante et une révélation que j'avais du mal à comprendre. Le lendemain matin, l'esprit en ébullition et le cœur battant la chamade, je savais que je devais confronter Jack. Je ne pouvais pas ignorer la possibilité troublante qu'il soit à l'origine des lettres. Si mes soupçons étaient fondés, cela signifiait que tout ce que j'avais vécu, la peur, la paranoïa, la confrontation avec David, faisait partie d'un jeu tordu, orchestré par la personne en qui j'avais le plus confiance. Jack était parti travailler, j'avais donc du temps pour me préparer. J'ai parcouru toutes les lettres une dernière fois, comparant l'écriture et les motifs. Il n'y avait pas de preuves concluantes,
Mais la manipulation émotionnelle et psychologique laissait supposer que quelqu'un me connaissait profondément, quelqu'un qui était intimement impliqué dans tous les aspects de ma vie. Lorsque Jack est rentré à la maison ce soir-là, je l'attendais. J'essayais de rester calme, mais la tension était palpable. Lorsqu'il a franchi la porte, j'ai pu lire la lassitude dans ses yeux, qui reflétèrent les miens. « Jack, il faut qu'on parle », ai-je dit, d'une voix posée mais ferme. « J'ai relu les lettres, et il y a quelque chose que je dois te demander. » Jack m'a regardé, son expression passant de l'inquiétude à la confusion. Jack me regarde, son expression passe de l'inquiétude à la confusion. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pris une grande inspiration. J'en suis venue à soupçonner que tu pourrais être à l'origine de ces lettres. Les détails, la nature personnelle, tout indique que quelqu'un me connaît intimement. Le visage de Jack est devenu pâle, et pendant un instant, j'ai vu une lueur dans ses yeux, de la culpabilité, de la peur, ou peut-être une vérité cachée. Il s'est assis lourdement, les épaules affaissées. « Anna, je ne voulais pas te faire de mal. J'essayais de te faire comprendre quelque chose d'important. Je demande, la voix tremblante de colère et de confusion. La voix de Jack est à peine un murmure. Je voulais que tu fasses face aux conséquences de tes actions passées. J'essayais de te faire comprendre à quel point tu as blessé David, à quel point tes décisions passées ont des répercussions. Je ne savais pas que ça dégénérerait à ce point. C'était censé être une leçon, pas une punition. La révélation est à la fois choquante et profondément déstabilisante. Jack avait orchestré tout ce stratagème pour me donner une leçon sur mes erreurs passées. Ses méthodes étaient cruelles et manipulatrices, conçues pour me faire souffrir comme une forme de justice tordue. Mais pourquoi, Jack? Pourquoi en arriver à de telles extrémités? Demandai-je, les larmes aux yeux. Pourquoi impliquer David et me faire subir tous ces tourments? Les yeux de Jack étaient remplis d'un mélange de regret et de tristesse. Je pensais que si tu vivais la peur et la vulnérabilité de voir ta vie privée exposée, tu comprendrais la profondeur de la douleur que tu as causée à David. Je n'ai pas réalisé à quel point cela t'affecterait, ni jusqu'où j'irais. Le poids de la confession de Jack était écrasant. J'ai ressenti un profond sentiment de trahison et de déchirement. La personne en qui j'avais eu confiance et que j'avais aimée s'était révélée être l'architecte de ma souffrance. La charge émotionnelle était immense, et je savais que notre relation ne serait plus jamais la même. Dans les jours qui ont suivi, j'ai pris le temps de tout assimiler. La trahison m'avait ébranlée, mais elle m'avait aussi éclairée sur l'avenir. J'ai compris que pour guérir des cicatrices émotionnelles, il fallait affronter les vérités douloureuses et trouver un moyen d'aller de l'avant. David et moi avons commencé à reconstruire notre amitié brisée, mais avec une nouvelle compréhension de notre passé. Les lettres avaient servi de catalyseur pour aborder les vieilles blessures et trouver le chemin de la réconciliation. Quant à Jack, notre relation a changé de manière irrévocable. En fin de compte, cette expérience m'a appris la complexité des relations humaines, les conséquences de nos actes et l'importance de faire face à la vérité, même lorsqu'elle est douloureuse. Le voyage était loin d'être terminé, mais j'avais fait le premier pas vers la guérison et la compréhension, même si le chemin était ardu.